Bonjour à tous, c'est Gasri votre ami qui. Donc aujourd'hui nous allons parler de la communication non verbale. La communication non verbale, c'est tout ce qui n'est pas dit mais qui va influencer notre comportement et le dialogue lors de communication. Pour faciliter l'apprentissage, comme vous pouvez le voir, j'ai décomposé cette formation en plusieurs parties. On va commencer avec des choses basiques et ça deviendra de plus en plus compliqué d'un slide à l'autre. Sur ce slide, vous pouvez voir les différents éléments qui composent l'identité civile d'une personne. Si on dit qu'il s'agit de communication non verbale, c'est que tout le monde, sans exception, tient compte, consciemment ou inconsciemment, des éléments qui composent l'identité civile d'une personne pour formuler différemment ce qu'il a à dire. Maîtriser chaque page dans cette vidéo prend du temps. En revanche, il est sûr que l'accumulation du savoir et la mise en pratique de ce que vous apprendrez dans cette vidéo vous facilitera la vie à différents niveaux. Au niveau de l'origine, c'est le code barre d'un être humain, c'est-à-dire ses origines, sa religion, sa couleur de peau va influencer inconsciemment le comportement chez les autres. Je trouve important de souligner qu'il suffit d'une bonne ou mauvaise expérience au-delà de la normale pour que l'influence des origines, de la religion et de la couleur de peau ait un réel impact sur le comportement des autres. Au niveau du sexe, que cela plaise ou non aux féministes, pendant une discussion, on tient compte inconsciemment si on s'adresse à un homme ou une femme. Au niveau de l'âge, la même chose. Notre comportement n'est pas le même avec une personne plus ou moins âgée. Plus la différence d'âge va être grande, plus vous observerez de différences dans le comportement. L'éducation peut bien entendu fausser l'attitude d'une personne au contact d'une personne plus âgée. Au niveau du statut matrimonial, lorsque l'information est connue, elle peut influencer le comportement également avec les gens. Au niveau de la profession, là aussi, bien entendu, inconsciemment, le comportement et le dialogue des gens va changer. Au niveau du statut social, l'être humain aime mettre les autres dans des catégories. Du coup, mis à part certains titres, le statut social est quelque chose de relatif. En gros, les gens adopteront un comportement en fonction de la catégorie dans laquelle ils vous auront mis. C'est-à-dire en fonction de ce qu'ils pensent que sa famille est plus riche que la vôtre. Dans tous les cas, inconsciemment, le comportement et le dialogue va être modifié. Ici, vous allez comprendre à quel point une discussion peut être décryptée au-delà de ce qui est dit. Grâce à ce slide, vous allez voir que les gens peuvent en apprendre beaucoup sur votre personnalité rien qu'en vous écoutant. N'hésitez pas à écouter plusieurs fois certains passages, histoire que vous appreniez aussi ces astuces pour en savoir à votre tour davantage sur les autres. Au niveau du ton de la voix, le ton de votre voix donne un indice si vous êtes introverti ou extraverti. Certaines personnes arrivent même à juger si vous avez confiance en vous, rien qu'avec le ton de votre voix. Par exemple, quelqu'un d'extraverti parle plus fort, mais cela ne veut pas dire nécessairement qu'il n'a pas confiance en lui. A l'inverse, quelqu'un qui parle doucement est de nature plus calme ou réservé, mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas confiance en lui. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là? Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Pour revenir au ton de la voix, sachez que certaines personnes arrivent à juger votre sincérité rien qu'en vous écoutant parler. Par exemple, si l'intonation de votre voix diminue brutalement sur la fin d'une phrase, c'est qu'il s'agit d'un mensonge. Est-ce que vous avez déjà vécu des exemples de votre côté? Ce serait intéressant de savoir. Au niveau du rythme de la voix, le rythme de la voix définit si vous êtes une personne de nature calme ou dynamique. A noter que quelqu'un qui est capable de parler plus vite, moins vite, faire des silences, d'accentuer certains mots, il gardera l'écoute et la concentration des autres plus longtemps et plus facilement. Au niveau de l'importance des mots, la richesse des mots utilisés définira si vous êtes quelqu'un de cultivé. Quelqu'un qui se répète donne l'impression de ne pas maîtriser son sujet. En gros, de ne pas en savoir assez. Pire encore, si vous utilisez des mots parasites, si vous répétez, votre message sera brouillé et il se peut que vous ne soyez pas compris ou qu'il y ait des malentendus. Surveiller les réactions des autres, c'est à travers la puissance du regard. Gardez un œil sur celui qui vous écoute. Si vous le voyez reculer ou froncer les sourcils, c'est qu'il n'est plus d'accord avec ce qu'il entend. S'il vous regarde les yeux écarquillés, un peu plus ouverts que la normale, c'est qu'il ne vous écoute plus. Vous pouvez remarquer cela après environ 45 minutes de dialogue avec quelqu'un. D'où l'importance des changements de rythme dans une conversation. Des astuces pour récupérer l'intention de votre interlocuteur. La première serait de poser une question. Le fait de faire participer votre interlocuteur, ça va vous permettre de récupérer son intention.
Le fait de marquer des silences de 2 à 3 secondes en le fixant du regard. Ça peut, là aussi, vous permettre de récupérer son attention. Il y a aussi le fait de l'appeler par son nom. Monsieur Amiki. On va voir cette fois la compréhension. Lorsque vous terminez une conversation, il est fortement recommandé de récapituler. Ça vous permet de faire le point sur ce qui a été compris ou sur les accords que vous avez définis lors d'un entretien. Ça va vous permettre, vous, de votre côté, d'être à l'écoute de ce que l'autre a compris, du résumé que l'autre personne va vous faire, et vous allez être dans le jugement. Donc, cette fois, le fait que vous soyez dans le jugement, on est là aussi dans de la communication non verbale, bien entendu. Je vous recommande aussi de convenir d'accords. Ça va vous permettre d'évaluer l'intérêt du client. Si vous avez un rendez-vous important pour une vente ou un mandat, là c'est un conseil que je vous donne, c'est n'hésitez pas à découper la discussion en plusieurs parties et de ne pas attendre finalement la fin d'un entretien pour récapituler. Posez des questions sur les accords convenus et faites des récapitulations à 2 ou 3 reprises. Cela montre de l'intention et c'est apprécié. Voyons à présent la définition d'un leader. Un leader est celui qui, par son charisme, inspire confiance, donne envie de l'écouter, de le suivre. Mais pourquoi? Quelle qualité a-t-il de plus que ces personnes dont on se méfie ou qui ne nous inspirent pas confiance? Avant de passer aux explications, une précision. La particularité la plus importante d'un leader est celui que vous pourrez le délocaliser dans n'importe quelle ville dans le monde. Il saura parfaitement s'intégrer et s'adapter. Au niveau des connaissances générales, un leader maîtrise les aspects de l'identité des gens, il parle bien, il a des connaissances générales qu'il sait utiliser à bon escient, il sait se mettre en avant. Au niveau de la corpulence, qu'on le veuille ou non, quelqu'un de gros n'inspire pas suffisamment confiance. Il donne l'impression de ne pas savoir maîtriser ses émotions. Quelqu'un de maigre véhicule le sentiment de ne pas assez prendre soin de lui. Quelqu'un de trop musclé semble être égoïste et qui ne pense qu'à sa personne. La corpulence qui génère le moins de pensées négatives, le moins de préjugés, est celui qui est en chair mais pas en surpoids. Au niveau de l'apparence, le leader est soigné. Il porte l'habit. Peu importe s'il est en costard-cravate, en chemise, en polo, en t-shirt, il donnera l'impression de mettre ses habits en valeur et pas le contraire. Il veille à ne pas être arrogant ou extravagant, de ne pas trop en faire. Ce que je trouve important de souligner, c'est de ne pas oublier que ce ne sont pas les habits qui vous mettent en valeur, mais bien le contraire. Enregistrez que c'est à vous de porter l'habit. Au niveau de l'hygiène cette fois, c'est bien entendu le fait de se doucher, de se brosser les dents, de se mettre du déodorant, de surveiller sa coupe de cheveux, etc., de soigner sa barbe, parce que déjà ça va contribuer à votre charisme. Mais si les gens se méfient de vous, que vous ne comprenez pas pourquoi, ils vous font difficilement confiance, commencez déjà par vous remettre en question à ce niveau-là. Mais comme l'indique ce verre de vin, l'hygiène, c'est aussi le fait de faire attention à sa consommation d'alcool, de drogue. Écoutez bien ce que je m'apprête à vous dire parce que finalement les lobbies du tabac et des alcools font des publicités cachées dans les films, dans les séries, depuis aussi longtemps que tout ça existe. Ils tentent de changer le jugement chez les gens sur l'alcool et le tabac en vous montrant toujours des personnes très élégantes en costard, cravate, qui fument le cigare et puis qui boivent un verre de whisky. Mais en réalité, dans votre quotidien, si vous faites ça, vous n'inspirez pas forcément confiance. Au niveau de la maîtrise des personnalités, les principales catégories s'adressent surtout aux formations dans les ressources humaines, au niveau de la psychologie, la psychiatrie, les corps policiers et militaires. Ils apprennent la maîtrise des personnalités au niveau théorique, mais mis à part les psychologues et les psychiatres, ils ne vont pas assez en profondeur au niveau de l'apprentissage pratique. Il faut compter à peu près 500 heures par an au contact des gens pendant environ 10 ans pour atteindre une bonne aisance relationnelle. On s'imagine que tout le monde est différent. En réalité, il n'existe que quelques types de personnalités. Ce qui donne l'impression à chacun ce sentiment d'être unique, c'est le fait de vous rendre compte que vous n'avez pas le même comportement à la maison avec votre famille
Pas le même comportement au travail avec vos collègues, ni avec vos clients, ni avec vos supérieurs. Pas le même comportement au contact de vos amis. Donc, fondamentalement, vous ne faites que changer de catégorie pendant un laps de temps. Votre véritable personnalité est sûrement celle que vous adoptez à la maison. Je ne citerai pas ici les différentes personnalités, vous verrez cela dans une prochaine vidéo. Mais donc, vous adoptez un comportement en fonction de la situation et c'est ce sentiment-là où vous voyez finalement que vous changez de comportement d'une situation à l'autre qui vous donne cette impression d'être unique. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là? Mettez-moi un commentaire ou faites-le moi savoir, ça m'intéresse. À présent, vous avez donc l'onglet Profiler les personnalités. Le corps policier aime bien utiliser le terme de profiler une personnalité. En réalité, ils ne font que profiler un comportement lui-même faussé par le comportement adopté par le policier. Ce que je veux dire, c'est que si le policier adopte un comportement amical ou non, ça aura un réel impact sur la conduite de la personne en face. Heureusement que les juges le savent. C'est pourquoi, s'il est nécessaire, d'évaluer un accusé sur les chances qu'il recommence ses actes ou non, il n'utilise pas le jugement du policier. Mais l'accusé sera envoyé pour une consultation chez un psy qui, lui, a réellement les compétences d'évaluer une personnalité et non un comportement. Donc, faites attention à cette différence entre profiler un comportement et profiler une personnalité. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans le business, savoir profiler un comportement et s'y adapter, c'est une arme fatale. Adapter son comportement. Pour sortir gagnant d'un entretien, d'une vente ou d'une négociation, vous l'aurez compris, il ne suffit pas de connaître les différentes personnalités. Il faudrait être capable d'adapter votre comportement et les vendeurs le savent. Certains clients prennent des décisions rapides et d'autres auront besoin de plus de temps. Certains ont besoin que vous soyez direct, d'autres clients auront besoin de se sentir d'abord en confiance pour prendre une décision. Certains clients ont besoin d'avoir le choix, alors que d'autres, si vous leur donnez cette possibilité, ils seront perdus. Voyons à présent le langage corporel. Au niveau du langage corporel, comme vous pouvez le voir, il y a les différents onglets au niveau de l'identité, de la communication, du leadership, la maîtrise des personnalités. Tout ça fait partie du langage corporel. Mais il y a bien entendu également la signification. Mais à moins d'avoir un mandat avec un investisseur très riche ou vous intégriez les services secrets, vous n'aurez pas besoin d'apprendre à maîtriser parfaitement le langage corporel. Ici, vous verrez certaines choses qui vont vous être utiles, mais n'oubliez pas que c'est surtout l'accumulation du savoir et la mise en pratique de ce que vous apprendrez dans cette vidéo qui vous facilitera la vie à différents niveaux. Rappelez-vous, dans le module communication, je vous disais déjà que l'observation et le comportement de l'autre pendant que vous discutez est super important. Dans ce module, nous allons justement mettre l'accent sur ces réactions intentionnelles qui vont vous trahir. Au niveau justement des réactions intentionnelles, ou ceux finalement des autres qui exprimeront un désaccord, s'il y a un mensonge, s'il croit à ce qu'il dit, ils vont aussi décrire leur état d'esprit, si la personne est de bonne humeur ou non. La signification des gestes peut être aussi le mépris, la joie. Concernant la joie, justement, faites attention, si c'est lors de négociations ou de vente, vous pourrez pousser l'autre personne à revoir sa position à la baisse ou son offre à la baisse. Bref, dans ce chapitre, je n'ai pas la volonté d'aller trop loin dans la signification des gestes corporels. Cette vidéo a pour but de mettre en lumière tous les aspects qui composent la communication non verbale. Les règles en communauté. Au niveau de l'onglet information, avant de commencer les explications de ce module, je trouve important de mettre en avant le fait que les us et coutumes sont parfois différentes d'un pays à l'autre. Un exemple extrême que tout le monde n'a peut-être pas entendu parler, en Europe, laisser passer quelqu'un est signe de galanterie. Dans d'autres pays, comme le pays du Golfe du Persique, laisser passer quelqu'un est un signe de soumission. Il faut laisser passer celui qui a un statut plus important que l'autre. Depuis la nuit des temps, ce qui fait la richesse des gens, c'est le pouvoir de l'information. À vous de vous informer sur les habitudes de ceux avec qui vous travaillez. Que ce soit pour avoir une meilleure entente avec un collègue, avec un employeur ou vos employés, vos amis, mais surtout avoir une valeur ajoutée auprès de vos clients. Pour finir, si vous vous rendez compte que vous êtes loin de maîtriser tout ce que vous avez entendu dans cette vidéo, rassurez-vous, il s'agit d'exigences présidentielles, donc pas de panique. Par contre, je me répète et j'insiste,
plus vous maîtrisez le sujet et plus vous mettez en pratique tout ce que vous aurez appris dans cette vidéo, plus vous faciliterez la vie à différents niveaux. C'était Kasret Ramiki. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça va m'encourager pour la suite. Donc voilà. Ciao.